Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler de la nouvelle carte graphique de chez Nvidia, j'ai nommé la 3060 Ti. Je pense vraiment que c'est un modèle que vous attendiez avec impatience et personnellement moi aussi. De mon côté, j'ai eu le temps de bien l'essayer, de bien la prendre en main afin de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc bien sûr, avant de commencer la vidéo, je voulais remercier Asus qui me fournit cette carte graphique afin de réaliser quelques tests. Bien sûr, c'est un prêt, mais ça fait toujours plaisir de l'avoir en exclusivité. Et puis ça change de la dernière fois parce que je vous avais présenté la 3070 en modèle Founders Edition et cette fois-ci du coup c'est un modèle custom, je voulais un petit peu varier les plaisirs. Concernant cette carte graphique, je le précise dès maintenant parce que vous allez vous poser la question, elle sera disponible dès demain, donc le 2 décembre 2020 et théoriquement elle devrait être mise en vente à partir de 15 h et si vous la voulez, soyez derrière votre PC parce que comme d'habitude ça va partir extrêmement vite. Donc sinon les amis, au programme de cette vidéo, on va faire une présentation complète de cette carte graphique comme j'ai l'habitude de le faire avec des benchmarks etc, puis on terminera bien sûr sur une conclusion générale. Donc les amis, maintenant que tout ça est dit, on va directement commencer à la première partie de cette vidéo, donc la présentation générale de cette carte graphique. Donc la 3060 Ti, elle va s'intégrer au niveau des séries 60 de chez Nvidia, la 2060, la 2060 Super et maintenant la 3060 Ti. Donc comme vous l'avez compris, cette carte graphique sera plutôt faite pour de la 1080p, voire un petit peu de 1440p. Étant donné qu'on est sur une carte graphique qui est équipée de 8 Go en GDDR6, ça me paraît vraiment très cohérent. Donc ça les amis, c'était vraiment pour vous situer un petit peu dans le contexte de chez Nvidia, je me devais de vous le faire, je pense que c'est un petit peu plus clair pour tout le monde maintenant. Ensuite, on va un petit peu en parler, donc le design général de cette carte graphique. Donc là pour le coup, j'ai le modèle de chez Asus comme je vous l'ai dit, donc le ROG Strix. Pour ne rien vous cacher, quand j'ai déballé cette carte graphique, j'ai été très étonné, je l'ai vraiment trouvé immense. Parce que comme vous pouvez le voir, on est sur un mastodonte qui va avoir 3 ventilateurs. Donc niveau refroidissement, on aura l'occasion de voir ça un petit peu après, mais c'est vrai qu'on est sur une carte qui sera extrêmement bien refroidie. Sinon, quand on regarde un petit peu cette carte graphique, au niveau de la couleur, on peut voir qu'elle sera noire et grise. Le gris, c'est de l'aluminium brossé et ça rend vraiment ça très élégant. La carte graphique est tout simplement bien réussie. En tout cas, c'est mon avis personnel, chacun ses goûts, mais en aluminium brossé avec des petits rappels noirs, je trouve ça vraiment très joli. Concernant la backplate, c'est pareil, je la trouve vraiment très élégante, bien travaillée et bien finie par Asus. Sur cette backplate, on peut d'ailleurs apercevoir sur le côté droit une ouverture pour faire passer l'air chaud et l'expulser. Ensuite, ça c'est commun sur les cartes graphiques Asus, je vous l'avais déjà présenté, mais il y a un petit bouton qui nous permet de choisir un petit peu comment va se comporter la carte graphique, parce qu'on est sur une carte qui est overclockée d'origine et qui est beaucoup plus boostée que le modèle Founders Edition par exemple. Et ça du coup avec ce petit bouton que vous voyez à l'écran, on va pouvoir l'activer. Donc si on le met sur P, ça sera performance, et si on le met sur Q, ça sera quiet, donc silence. Ensuite les amis, pour ceux que ça intéresse, on va pouvoir retrouver un 2x8 pins pour alimenter cette carte graphique. Concernant les ports présents, on va pouvoir retrouver 2 HDMI 2.1 mais aussi 4 DisplayPort, donc là à ce niveau là il n'y a aucun problème, on a assez de connecteurs. Donc sinon les amis, pour en terminer avec la touche principale du design, donc quand la carte graphique est branchée, vous avez une grande bande RGB qui va s'illuminer. En plus de ça, tout ça c'est dynamique, donc vous pouvez tout personnaliser avec Armoury Crate pour ceux qui veulent, mais personnellement c'est comme pour les claviers, j'aime bien laisser le balayage RGB d'origine. Donc les amis, voilà pour ce qui est du design de cette carte graphique, personnellement je le trouve vraiment très réussi. Je vais d'ailleurs en profiter pour vous donner le prix de cette carte graphique. Donc au niveau du modèle Founders Edition, donc le modèle lancé directement par Nvidia, et la référence au niveau du prix c'est 420 €. Concernant toutes les cartes graphiques qui sont vendues chez Asus, j'ai reçu tous les prix récemment, donc je vais vous les donner. Donc au niveau de la ROG Strix que j'ai utilisée pour cette vidéo, elle sera vendue elle à 609 €, en sachant bien sûr que ce modèle-ci fera partie des plus haut de gamme et des plus overkill qu'on pourra retrouver au niveau des 3060 Ti. Ensuite concernant le modèle ROG Strix, mais cette fois-ci un peu plus classique, on va le retrouver à 595 €, donc en dessous des 600 €. Après bien sûr avec la gamme Tough et Dual, on va pouvoir baisser le prix convenablement pour au final atteindre un prix d'entrée de 464 € qui pour moi est un prix correct, sachant qu'on n'est pas sur le modèle Founders Edition mais bien un modèle custom. Enfin bref, voilà pour ce qui est du design, de la présentation et du prix. Maintenant les amis, je vais rapidement vous présenter la configuration de test qui est utilisée et ensuite on passera bien sûr au benchmark. Donc pour la config de test, c'est exactement la même configuration que j'ai utilisée pour la 3070. Donc on va retrouver un petit Ryzen 7 3700X qui ira très bien avec cette carte graphique. La carte mère c'est du ROG Strix avec la B550F Gaming. On va retrouver 2 x 8 Go de RAM cadencé à 3600 MHz qu'à 16. On aura du Full SSD et une alimentation 650 watts. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai monté ce PC gamer en vidéo, je vous mets le lien dans une petite fiche en haut à droite. Donc on est sur une bonne petite config pour tester cette carte graphique et ce qu'il faut aussi comprendre c'est qu'elle ira très bien pour faire un build de PC avec ce genre de carte graphique. Donc pour moi la 3060 Ti va très bien s'intégrer avec cette config et c'était très important pour moi parce qu'au moins ça va vous permettre de bien vous projeter si jamais ce genre de configuration vous intéresse. Donc là les amis, on va directement passer aux différents benchmarks que j'ai pu réaliser. Donc il y en a beaucoup mais au moins c'est complet. Donc concernant les benchmarks, j'ai testé pas mal de jeux en 1080p mais aussi en 1440p. À chaque fois j'ai réglé les jeux en ultra, donc au maximum de leur capacité, et bien sûr j'ai fait des tests avec et sans ray tracing. Donc pour commencer les amis, on va partir sur Call of Duty Cold War. Donc celui-ci j'avais vraiment envie de le tester étant donné que c'est le dernier Call of Duty qui est sorti. C'est une grosse licence, c'est un jeu qui demande beaucoup de ressources, c'est un jeu intéressant à tester étant donné que du coup il demande beaucoup de ressources mais qu'il est aussi compatible ray tracing et DLSS. Si vous ne maîtrisez toujours pas les informations ray tracing et DLSS, je vous invite à aller checker la vidéo sur la RTX 3070 parce que j'ai tout réexpliqué dans celle-ci. Et ce qu'il faut savoir sur Call of Duty Cold War, c'est que là j'ai vraiment
vraiment testé beaucoup de paramètres différents et c'est la plus grosse partie des benchmarks, donc attendez-vous à voir pas mal de Call of Duty Cold War dans cette vidéo. Donc pour commencer les amis, je me suis mis à la place d'un joueur lambda, j'ai lancé le jeu en mode multijoueur. Au niveau des paramètres, c'est pas compliqué, j'ai mis le jeu en 1080p, donc en Full HD. J'ai mis tous les paramètres au maximum de leur capacité, donc le jeu sera réglé en ultra. La seule exception dans les paramètres en ultra, c'est que je n'ai pas activé le ray tracing ni le DLSS, tout simplement parce qu'en multijoueur, c'est pas non plus ce qu'on a le plus besoin, donc pour moi je l'ai désactivé. Et aussi ce qu'il faut prendre en compte pour tous les benchmarks que je vais citer juste après, c'est que je record en même temps le gameplay. Du coup on va s'accorder une petite marge d'erreur d'environ 5 fps parce que le record va prendre un petit peu de performance. Donc du coup pour ce premier benchmark sur Call of Duty Cold War, au minimum en termes de performance sur une game complète de multijoueur, je suis tombé à 100 fps, en sachant que j'ai joué sur Nuketown, donc c'est une petite map, mais par contre il y a énormément d'explosions parce qu'il y a tout le temps des grenades. Donc 100 fps au minimum et en moyenne de fps, donc c'est les fps AVG qui s'affichent à l'écran, là on était autour de 140. Autrement dit, avec la petite marge d'erreur, vous allez pouvoir profiter sans aucun problème d'un écran 1080p 144 Hz. Et bien sûr, c'est ce qu'on recherche avec une carte graphique qui est faite pour du 1080p. Donc personnellement, je suis vraiment pas déçu des performances, je trouve ça très correct. Ensuite, bien sûr, je me suis pas arrêté là sur Call of Duty Cold War, j'ai lancé le mode campagne en 1080p ultra avec le ray tracing et le DLSS d'activer. A noter que le DLSS était réglé en mode qualité et non pas en mode performance, donc vraiment là on était au max du max au niveau des graphismes et de la qualité vidéo. Dans ces cas-là, au minimum, on a une belle chute de FPS, étant donné qu'on est tombé à 77. En moyenne, on tournait quand même à 90 fps, donc c'est amplement jouable pour un jeu vraiment aussi beau. Et au maximum, on est monté à 104 fps, donc on est autour de 90-100 fps généralement. Donc bien sûr, en moyenne, là on passe de 140 en multi à 90 en campagne avec le ray tracing, mais c'est tout à fait normal parce que c'est une technologie qui demande vraiment beaucoup de ressources, mais qui va changer tout le jeu. Donc vraiment 90 fps en moyenne, c'est une bonne surprise et pour moi, c'est respectable. Ensuite les amis, j'ai aussi lancé le jeu en 1440p parce que vous êtes nombreux à avoir des écrans en 1440p. Donc dans le mode campagne en 1440p et sans le ray tracing d'activer, on va tourner au minimum à 110 fps environ. En moyenne, on va plutôt tourner autour des 128-130 fps, donc là c'est vraiment très bien. Et au maximum, je suis monté plutôt autour de 149 fps, donc vous le voyez, on peut vraiment monter assez haut. Et au final, pour une carte graphique qui n'est pas forcément faite pour du 1440p, mais plutôt pour du 1080p, je trouve qu'elle s'en sort extrêmement bien. Ensuite, toujours en 1440p, mais en mode campagne avec le ray tracing plus le DLSS d'activer, là dans ces cas-là, on était au minimum à 50 fps. En moyenne, on tournait plutôt autour de 65-70 fps, donc c'est pareil, c'est assez bien, même si c'est bien sûr beaucoup moins bien que le 1080p. Et au maximum, j'ai eu un pic à 76 fps, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour du 1440p, ça reste assez jouable. Tant qu'on est au-dessus des 60 fps, je trouve que c'est correct. Donc là les amis, vous avez vraiment eu tous les tests sur Call of Duty Cold War, donc que ce soit 1080p ou 1440p avec et sans ray tracing. Dans l'ensemble, je suis vraiment pas déçu de la carte graphique, je trouve qu'elle s'en sort extrêmement bien. Maintenant, on va passer sur d'autres jeux. J'ai envie d'enchaîner rapidement avec un petit jeu qui demande aucune ressource, au moins pour ceux qui se demandent, vous êtes fixés. Donc sur des jeux style Valorant, CSGO et tout ça, là il y a aucun problème, vous allez tourner en moyenne autour des 200 fps avec le jeu au maximum. On aura des pics à 250 fps et au minimum on va tomber autour de 150. Donc là c'est tout simplement pour ceux qui vont me demander en commentaire, oui ça tourne les petits jeux, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs dans le style petit jeu, il y a aussi Rocket League par exemple qui est un jeu très joué en ce moment, là c'est pareil, il n'y a aucun problème, il tourne à 250 fps. Ensuite les amis, j'ai aussi lancé un petit test sur Fortnite, donc là dans ces cas-là je l'ai lancé en faible et en épique. Donc pour ceux qui se demandent sur Fortnite, en 1080p avec les graphismes en faible, on va plutôt tourner au-dessus des 200 fps et généralement on peut taper autour des 230. Donc bien sûr pour jouer à ce jeu c'est amplement suffisant, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Après si vous êtes plutôt du genre à jouer en épique, bah c'est amplement suffisant, étant donné que là sur une partie complète que j'ai terminée en top 1 en plus de ça, donc là vous pouvez pas me dire que je l'ai pas fait jusqu'au bout au niveau de la zone etc. En moyenne on était autour des 170 fps et au minimum j'ai eu une chute à 100 fps, mais ça reste amplement jouable bien sûr. Donc 170 fps en moyenne en épique sur Fortnite en 1080p, c'est amplement suffisant et complètement jouable. Donc voilà pour ce qui est de Fortnite. Maintenant on va passer directement sur GTA V, un jeu que j'ai testé en 1080p mais aussi en 1440p. Les graphismes je les ai mis au maximum, je pouvais pas mettre plus, j'ai vraiment tout mis au max. Et pour faire le test et pour avoir deux tests vraiment similaires, j'ai lancé le mode benchmark de GTA. Donc du coup on peut le voir, en 1080p au minimum on est tombé à 57 fps, donc c'est pas une grosse chute de fps, c'est pas forcément très gênant. En 1440p on a une plus grosse chute de fps et ça c'est un petit peu logique, donc là on est tombé à 35 au minimum. Bon 35 on va pas se mentir, ça commence à être un petit peu juste, là faudra peut-être penser si vous jouez en 1440p à réduire les graphismes et à ne pas les mettre en ultra. Après au niveau des moyennes de performance, donc en 1080p on était plutôt autour de 110-115 fps et en 1440p on était entre 80 et 90 fps, donc là c'est pareil, c'est amplement jouable. Et dans les deux cas on est sur GTA V qui est en ultra, donc si vous baissez les graphismes et que vous mettez le jeu en mode normal, là dans ces cas là par exemple en 1080p on va pouvoir taper les 144 fps. Donc c'est suffisant pour GTA V, c'est pareil, c'est une carte graphique qui va le tourner sans aucun problème. Ensuite j'ai bien sûr lancé un petit test sur Warzone étant donné que c'est un jeu qui est extrêmement joué à l'heure actuelle. A noter qu'on est toujours sur l'ancien Call of Duty, donc Modern Warfare, étant donné que Warzone n'est pas encore sorti à l'heure où je tourne la vidéo sur Call of Duty Cold War. Donc sur Warzone en 1080p avec les graphismes en ultra et sans ray tracing bien sûr, au minimum on est tombé à 100 fps et c'est amplement suffisant pour jouer. En moyenne on
on était plus ou moins autour des 115-120 fps, et là c'est amplement suffisant encore une fois. Et au maximum, je suis monté à 143 fps. Après, si vous êtes dans un bâtiment un petit peu caché, bien sûr, vous allez plutôt tourner autour des 143 fps. Donc du coup, vous le voyez par vous-même, mais pour jouer à Warzone en 1080p, il n'y a aucun problème. Après, si vous voulez vraiment plafonner au niveau des 144 images par seconde pour profiter pleinement de votre écran, bah c'est aussi possible. Il vous suffira tout simplement de réduire un petit peu les graphismes, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait pour essayer. Donc voilà pour ce qui est de Call of Duty Warzone, vous le voyez, ça demande beaucoup de ressources, mais ça tourne sans problème. Maintenant, pour en terminer avec les benchmarks, juste avant de passer au 3D Mark, j'ai fait aussi un petit bench sur Tomb Raider. C'est un jeu qui bien sûr n'est plus trop joué à l'heure actuelle, mais c'est un gros jeu solo qui demande beaucoup de ressources. Donc bien sûr c'était intéressant de l'essayer pour voir comment la carte graphique allait se comporter. Donc si on met le jeu en 1080p, en ultra et sans le ray tracing, on va tourner au minimum à 84 fps. En moyenne j'étais à 122 fps et c'est amplement suffisant pour jouer. Après si on met le jeu plutôt en 1440p, toujours en ultra et sans le ray tracing, là dans ces cas là ça va être des performances un petit peu différentes. Même si pour le coup ça reste vraiment de bonnes performances parce qu'au minimum on est tombé à 80 fps. En moyenne on va tourner plutôt autour de 100 fps face à 122 pour le 1080p. Donc vraiment des perfs qui sont amplement suffisantes et pour jouer en 1440p il n'y a aucun problème sur ce jeu. Et pour finir j'ai bien sûr fait un petit test en 1440p en ultra et bien sûr avec le ray tracing d'activer pour voir comment le jeu allait s'en sortir. Dans ces cas là on a eu une chute à 29 fps au minimum dans le mode benchmark et là ça fait un petit peu mal, 30 fps c'est pas beaucoup. Après en moyenne on tournait à 60 fps et ça c'est suffisant pour jouer au jeu et bien sûr en profiter sans trop laguer. Donc voici pour les tests sur Tomb Raider, c'est pareil, c'est des tests qui sont intéressants à observer et ça nous permet encore une fois de voir que la carte graphique s'en sort extrêmement bien, que ce soit en 1080p mais aussi en 1440p au final. Donc du coup voilà pour tous les benchmarks que j'ai pu faire avec cette carte graphique. Dans l'ensemble vous le voyez, mais on est vraiment sur une bonne carte graphique pour tourner tous les jeux en 1080p et en ultra. Bien sûr on peut activer le ray tracing dans cette résolution, il n'y a aucun problème. Si vous êtes plutôt du genre à jouer en 1440p, vous le voyez, les jeux tournent sans trop de problèmes. Après si on active le ray tracing là ça commence à être un petit peu compliqué. Donc du coup privilégier des jeux sans ray tracing pour du 1440p, sinon plutôt mettre en 1080p. Donc dans l'ensemble les performances c'est amplement validé, je trouve que la carte graphique s'en sort extrêmement bien par rapport à sa gamme. Et d'ailleurs j'en ai pas parlé les amis, mais au niveau de la température, la roasterie c'est vraiment une merveille à ce niveau là parce qu'on est généralement dans les 50 degrés. Et pour une carte graphique qui tourne des jeux en ultra avec du ray tracing d'activer, je peux vous dire que c'est vraiment pas beaucoup et pour moi c'est une très bonne surprise. Et pour finir au niveau du bruit, j'ai pas d'indicateurs qui vont nous permettre de le mesurer précisément, mais c'est une carte graphique qui n'est pas forcément très bruyante malgré le fait qu'elle soit très imposante. Donc voilà les amis pour la partie de tous les benchmarks. Ensuite j'ai fait aussi un petit 3D Mark pour ceux que ça intéresse. Donc pour cela j'ai lancé un petit time spy en 1080p tout simplement. Au niveau du score j'ai obtenu 11 849 points. Pour moi c'est un bon score par rapport à la carte graphique que j'ai utilisée. Là le 3D Mark je le mets vraiment pour ceux qui veulent l'interpréter comme ils le veulent. Ça intéresse pas forcément tout le monde, mais on peut le voir au niveau des graphismes en moyenne, on est au-dessus d'un PC gamer assez élevé en 2020. Bien sûr on n'est pas dans le top du top, c'est pas la carte graphique qui va faire des merveilles à ce niveau là, mais on est quand même dans un plutôt bon score. Donc voilà les amis pour ce qui est du 3D Mark, au moins vous êtes vraiment fixés par rapport à tous les benchmarks que j'ai pu faire. Maintenant les amis, tout ce qui me reste à faire pour terminer avec cette vidéo, c'est une petite conclusion. Donc déjà ce que je peux vous dire, c'est que cette carte graphique c'est tout simplement une très bonne surprise pour moi. De mon côté j'attendais vraiment beaucoup de cette carte graphique étant donné que la série 60 c'est la série la plus vendue d'Nvidia, et du coup forcément il nous faut une carte graphique pas trop chère mais aussi très performante. Autrement dit il nous faut un bon rapport performance-prix. Là pour le coup c'est plus ou moins bien respecté, parce que personnellement, après ça reste mon avis, mais je trouve que plus de 400 € pour une entrée de gamme ça reste assez élevé. Après peut-être qu'on aura encore une autre carte graphique qui va sortir, donc une 3060 classique, j'en sais rien, je suis pas du tout au courant, mais c'est vrai que je trouve personnellement que c'est une carte graphique qui coûte peut-être un petit peu cher, même si au niveau des performances j'ai rien à dire, ça suffit amplement. Après la carte graphique va très bien s'intégrer dans l'écosystème d'Nvidia, étant donné qu'elle est quand même 100 € moins chère que la RTX 3070. Donc sinon concernant le modèle Asus ROG que j'ai essayé, on est sur une carte graphique qui est très performante, silencieuse et aussi bien refroidie. Donc pour moi c'est un combo gagnant bien sûr si on est prêt à y mettre le prix. Et après bien évidemment les modèles Strix c'est pas forcément fait pour tout le monde, vous avez aussi les modèles TUF qui seront du coup moins chers, un petit peu moins bien sûr, mais aussi moins chers, et ça correspondra peut-être un petit peu plus par rapport à la carte graphique qui est présentée. Quoi qu'il en soit les amis, je pense avoir fait le tour avec cette vidéo. Pour moi c'est une carte graphique qui sera vraiment très bonne pour du 1080p en ultra. Au final c'est quand même une carte graphique que je vais bien sûr vous recommander. Donc les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.